Donc l'accompagnement que vous avez vu en région, il se fait aussi nationalement avec la BPI et le CETIM. Et le CETIM, c'est, allez, le bras technologique armé, les experts qui viennent aider à la transformation digitale. Et c'est ce que va me présenter Monsieur Uros, qui est directeur régional du CETIM, ou délégué régional, je crois. Délégué, ou alors j'ai été muté cette nuit, mais si le Voilà. salaire va avec, je suis. Bon. Bien. À vous la parole. Alors, moi la parole. Juste. Par contre, voilà. Donc bonjour à toutes et à tous, Jean-Marc Huroche, je suis le responsable territorial du CETIM. Alors il m'appartient maintenant qu'on a eu une présentation de la boîte à outils régionale, qu'elle soit technologique ou financière, on a vu. Moi je vais prendre plutôt une vision chef d'entreprise, industrielle, et je vais vous parler industrie du futur, voir un peu ce que ça peut être, la forme que ça peut prendre et surtout comment on peut l'intégrer dans une entreprise. Donc je vais repartir, puisqu'on ne peut pas parler d'industrie du futur, on vous a parlé de levier ou autre, sans parler finalement, sans remonter d'un niveau, au niveau de la société. Il y a quelques impératifs qui nous tombent sur le nez, en tout cas qui font évoluer la société et qui impactent tout le monde, y compris les entreprises. Ça se traduit en opportunités et en menaces. Ça a toujours été le cas. Opportunités, menaces, les chefs d'entreprise vivent avec. Et maintenant, après, c'est voir comment on peut utiliser ça pour améliorer la performance globale de l'entreprise, sans oublier, on va dire, son bon sens paysan, ce que j'appelle les balises, et puis après, en prenant sa propre approche, puisque chaque entreprise a son industrie du futur, en tout cas son chemin pour vers l'industrie du futur. Je vous donnerai des exemples. Dans tous les exemples, alors on verra si on a le temps de les prendre, en tout cas je vous dirai où ils sont. Dans tous les exemples que vous avez là, ce sont des PME. Alors, un contexte assez bouleversé, alors on vous en a un peu parlé, l'énergétique. Aujourd'hui, au niveau de la société, plus personne ou très peu conteste le réchauffement climatique, conteste tout ça. Aujourd'hui, tout le monde sait que tout ce qui est pétrole, au jour ou l'autre, va manquer. On peut se dire, pour une entreprise, c'est pas demain. Mais il suffit d'un tweet entre les États-Unis et l'Iran pour que tout d'un coup le prix du baril monte et que votre coût d'énergie augmente. Donc c'est quand même une problématique, même si elle peut être moyen terme, à très court terme, il vaut peut-être mieux quand même s'y intéresser, au moins se poser quelques questions. L'écologie, là aussi, je crois que plus personne ne contexte le réchauffement climatique. On a l'Australie qui brûle, on a l'Amazonie qui brûle, on a les eaux qui montent, on a des usines qui sont inondées parce que trop près des bords de mer. On peut se dire, c'est pareil, moi, chef d'entreprise, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Probablement pas grand-chose au jour le jour, encore que tout ça, ça se traduit par des réglementations différentes, peut-être un peu plus pressantes, et qui vont vous impacter. Donc c'est forcément une thématique à un moment ou à un autre qui va vous impacter, sur lequel vous allez devoir réfléchir. Le numérique, alors le numérique bouleverse tout. Certains me disent, oui, c'est peut-être un peu exagéré. Moi, je dis, on peut faire un test. Peut-être certains d'entre vous ont déjà fait. Vous essayez de rester un mois sans vous servir d'Internet, ni professionnellement, ni personnellement. Bon, déjà, vous ne bossez plus. Pendant un mois, c'est pas mal, ça fait des vacances. Mais donc, je plaisante, mais tout ça pour vous dire que le numérique bouleverse tout. La grosse différence quand même, c'est qu'avant, quand on avait des bouleversements technologiques, ils arrivaient généralement par les entreprises et puis après, ils étaient diffusés dans la société. Là, je suis prêt à parier que vos gamins utilisent plus le numérique que vous. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. La technologie, alors, le numérique étant une technologie, mais on l'a un peu séparé. Aujourd'hui, vous avez plein de technologies qui arrivent, donc poussées par certaines par le numérique, pas toutes. Demain, vous aurez des présentations, je crois, ici. On vous parlera de fabrication additive, on parlera de jumeaux numériques, d'IoT, ainsi de suite. Les technologies, il y en a toujours eu des nouvelles, sauf qu'aujourd'hui, ça arrive de plus en plus vite. Les entreprises n'ont pas le temps forcément de les intégrer. Et d'ailleurs, lesquelles doivent-elles intégrer? Donc forcément, la société évolue et ça va impacter l'entreprise. Et on parle de société, c'est la demande sociétale. Et puis on est un peu schizophrène. On veut tous de l'emploi chez nous, mais on veut pas de l'industrie. Vous voyez bien, il y a une industrie une chimique qui brûle. Donc on veut retirer toutes les industries de Rouen, donc je plaisante. Quoique je l'ai entendu. Donc on est un peu schizophrène. De même, on veut ne pas avoir à faire des kilomètres pour aller travailler. Pour autant, on ne veut pas que les usines soient trop près de chez moi. Ce qui pose des problèmes, puisqu'on râle quand on a du temps de transport, on râle parce que le transport pollue. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens parmi vous, mais il y a encore un mois, on a bien rigolé pour aller bosser le matin. Bon, bref, toujours est-il que la société pousse, et ça a forcément des impacts,
qu'on est citoyen, mais on est aussi dans les entreprises, ça a des impacts dans les entreprises. Alors tout ça, c'est bien joli, mais comment ça se traduit? Ça se traduit par des opportunités et des menaces pour les chefs d'entreprise. Après, reste à savoir si on voit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre différents angles de vue et vous montrer ce que ça impacte, ce que ça peut apporter pour les entreprises. Menaces ou opportunités, je ne fais pas de jugement de valeur, mais en tout cas, ça existe et il faut en prendre compte. Le premier aspect, quand on vous parle d'industrie du futur et tout ce qui est changement, tout ce qui découle de tout ce que je viens de vous indiquer, c'est que l'outil de production, faut le moderniser avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent. 19 ans, là, c'est l'âge moyen du parc matériel en France. On peut dire c'est vieux, oui, c'est vieux, quoi qu'on peut faire avec des vieilles machines. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut investir? Sûrement, mais où investir et comment? On ne peut pas tout investir et il ne faut pas prendre forcément tous les risques. Donc c'est une problématique, l'investissement, et quand on parle d'industrie du futur, on parle souvent investissement. Par contre, il ne faut pas s'arrêter là. Aujourd'hui, la société, vos clients, si vous êtes chef d'entreprise, souvent ils vous demandent moi je veux des choses particulières. Vous-même, quand vous commandez quelque chose, vous sortez votre smartphone et puis vous dites moi je veux un truc bleu avec machin, c'est très bien. Donc vous voulez quelque chose de très individuel. Pour autant, comme tout le monde, vous voulez le payer au prix de la grande série, donc 1 égale 100. Donc le chef d'entreprise, il se trouve dans une problématique, il va falloir qu'il produise des choses très individuelles avec un prix comme s'il produisait comme s'il produisait en grande série. Donc ça pose des soucis. Les nouvelles technologies, les nouvelles organisations, le 4.0, enfin on va y revenir, tout ça, permet de répondre à cette question. Ça peut être une menace, tout comme ça peut être une chance. Mais en toute cause, il faut en tenir compte. Alors 35 égale 140, là c'est ce que je préfère un peu, c'est les heures. Quand vous avez des gens qui travaillent 35 heures dans votre atelier, vous aimeriez bien quand même que votre atelier fonctionne au moins 140 heures par semaine. Pourquoi? Parce que l'amortissement de vos machines, c'est 24 heures sur 24. Ce n'est pas que 35 heures. Eh bien, avec l'automatisation, avec la robotisation, cobotisation, alors vous avez plein d'exemples là, vous pouvez arriver à ce genre de choses. Quand je dis à ce genre de choses, en produisant bien et juste au bon prix. Ce n'est pas le tout de produire. Encore faut-il être dans les critères qualité, coût, délai. Alors, deuxième chose que l'on voit, parce que j'y tiens beaucoup, on va revenir quand même sur les hommes. Ça, c'est une donnée qui nous vient du ministère de l'Industrie, en gros, qui nous dit qu'en 2030, alors peut-être que maintenant, ça a été décalé d'1 ou 2 ans, mais 50% des métiers qui existeront ne sont pas encore créés, donc ne sont pas encore dans les écoles. Alors, même si on commence à en entendre parler, dans les industries, on n'avait pas forcément de data scientist, on n'avait pas ce genre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des répercussions non négligeables, pour ne pas dire très importantes, sur les hommes de l'entreprise, sur les formations. Et comme on ne peut pas du jour au lendemain changer tous ces hommes et en prendre des nouveaux formés aux nouvelles technologies, ça veut dire qu'il va y avoir des adaptations à faire. Et le plus dur sera probablement là. Des machines, on pourra toujours les changer. Il va falloir faire cohabiter des jeunes qui arrivent avec peut-être une autre mentalité, des plus anciens qui vont devoir intégrer les nouvelles technologies. Et donc, c'est un sacré challenge. Alors, ensuite, 6 égale 24. Alors, je suis désolé, on est des ingénieurs, donc on aime bien tout ce qui est un peu équation, surtout qu'ils sont un peu bizarres. En gros, ce qui se passe, là, vous prenez l'exemple de l'automobile. En gros, avant, on concevait en 24 mois. Aujourd'hui, on doit le produire en 6 mois. En gros, un peu partout, on s'aperçoit qu'il y a un facteur 4. Donc, ça va de plus en plus vite. Donc, il va falloir regarder comment toutes ces opportunités-là vont pouvoir nous aider à suivre le rythme. Et puis, alors, on parlait de 4.0, de digital. J'aime bien le digital, il n'y a pas que ça, mais c'est effectivement très important. Et aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre le digital et le physique. Aujourd'hui, vous allez vouloir installer une nouvelle ligne de production. Vous pouvez la concevoir, vous pouvez former vos personnels, vous pouvez l'adapter, tout ça en numérique, avant même qu'elle soit construite. Et vous allez avoir des échanges réguliers entre le numérique et le physique. À une époque, chez OCTIM, on faisait beaucoup d'essais. On en fait toujours, mais on en fait beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des parties où on va numériser, on va faire des tests, on va tester numériquement, on va revenir au physique, on va repartir, et ainsi de suite. Et ça fait gagner du temps, et ça fait gagner des étapes. Alors, et ensuite, la data. La data, une nouvelle manière. Ce que j'aime bien, là, c'est que ça, c'est assez classique. Avant, on avait un fournisseur, un producteur, il y avait des flux.
Le flux était assez classique, hein. Je produis un service, je produis un produit, et puis en échange, j'ai un flux financier. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des petits malins qui se sont dit, là-dedans, il y a aussi beaucoup de données qui transfèrent ou qu'on peut prendre. Des gens comme Uber qui arrivent, qui se pluguent entre les deux, qui prennent une place, notamment avec de la donnée. Juste pour exemple, hein, Uber, il n'a pas de salarié, enfin, il n'a pas de chauffeur, il n'a pas de voiture, il n'a rien, mais il pique une bonne partie de la valeur ajoutée. Donc, il y a la possibilité maintenant, avec les outils numériques, de prendre cette place-là. Je pense que chaque chef d'entreprise doit se poser la question. Est-ce que, puisqu'il y a une possibilité de la prendre, est-ce qu'on attend que quelqu'un la prenne, une tierce partie? Est-ce que l'un des deux qui existait avant, là, le fournisseur ou le producteur, la prend? C'est une question à se poser. Sachez que dans l'industrie, il y a déjà des gens comme ça qui arrivent. Ils arrivent de nulle part, enfin, de nulle part, et ils n'étaient pas dans les radars, et on commence à les voir arriver, et ils commencent à faire de l'ubérisation. Donc, c'est pas bien, c'est pas mal, ça existe, sachez-le, et à vous de vous positionner par rapport à ça. Et puis la dernière, c'est toujours mon dada, les compétences. À une époque, en tout cas dans l'industrie, c'était quand même assez souvent comme ça. Vous aviez l'opérateur, au-dessus, vous aviez un chef qui lui donnait, qui avait le savoir, et puis après, peut-être au-dessus du chef, l'ingénieur ou autre, qui avait le savoir. Aujourd'hui, vous allez sur une ligne de production, on est capable, avec les nouveaux outils, que ce soit... ils seront disponibles si vous voulez. Hein. Vous pouvez, avec un smartphone ou autre, avoir la donnée avec tout ce qui est vision augmentée, ainsi de suite, avoir exactement la donnée à jour, au bon endroit, au bon moment pour l'opérateur. Donc son supérieur hiérarchique juste au-dessus, il n'a plus à lui apporter cette donnée ou à être le garant de cette donnée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut repenser tout ce qui est encadrement intermédiaire. On n'a plus besoin, je vais mettre des guillemets, de petits chefs, mais on a besoin de managers, d'encadreurs, d'encadrants, pardon, de gens qui sont capables de mener des équipes. Ben, ça veut dire que tout le management intermédiaire, il est à revoir. Bon, on ne part pas de zéro, hein, ça a déjà été fait, commencé depuis des années, mais il faut le savoir. Alors je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous passer un petit film. Effectivement, on n'a pas l'industrie du futur, mais le futur existe déjà. Alors pourquoi industrie du futur? Pour deux raisons. Parce que 4.0, effectivement, ça vient d'Allemagne. Je n'ai rien contre les Allemands, mais les Allemands ont pris une vision très numérique, donc 4.0, tandis qu'en France, on a voulu plutôt mettre l'homme au milieu. Bon, voilà. Et aussi, pourquoi ça existe déjà? Mais toutes ces technologies, vous en voyez dans le salon, ils sont là. La problématique, c'est qu'il y en a tellement, et ça va tellement vite, les entreprises, et notamment les PME, n'ont pas le temps de les intégrer, ou n'ont pas le temps de choisir lesquelles sont pertinentes pour elles. Donc du futur, parce que malheureusement, elles ne sont pas encore dans les entreprises, même s'il serait bien qu'elles y soient. Et alors, je vais vous passer le petit film, et vous verriez que ces technologies, effectivement, elles y sont. Cela dit, soyons clairs, hein, même les grandes entreprises, même celles qui sont vitrines, ont fait des choses bien. J'en connais aucune qui soit au niveau des petits films que peuvent passer PSA, Airbus et autres. En réalité, c'est leur rêve aussi. Alors finalement, je ne sais pas si je vous ai un peu éclairé, je vous ai peut-être embrouillé. Je vous ai parlé de modernisation, de technologie, d'usage, de data, et ainsi de suite. Donc je ne suis pas sûr de vous avoir beaucoup éclairé. Et puis en plus, on vous a parlé d'industrie du futur, de 4.0, de smart industry. Alors moi, je vais être très méchant, tout ça, c'est la même musique. C'est la même musique, tout dépend de l'angle de vue que vous prenez. Je vous ai dit 4.0, on est plus numérique. Industrie du futur, on va plus être sur l'humain. Smart industry, on va plus être sur le sociétal. Mais pour autant, c'est tout ce que je vous ai montré derrière. Alors si je suis plutôt vendeur de ceci, si je suis plutôt vendeur de cela, je vais prendre des autres termes. Si en marketing, je veux faire de la data 4.0, ça se vend peut-être un peu mieux, j'en sais rien. Mais sachez que tout ça, c'est la même chose. Je veux dire, vous n'allez pas vous casser les pieds à savoir la différence entre les trois. Ce qui est important à noter, c'est que finalement, tout ce que je viens de vous montrer, c'est des opportunités et des menaces. Les menaces, comme vous l'avez toujours fait, il faut déjà les identifier, voir si vous ne pouvez pas les transformer en opportunités. Les opportunités, voir si on peut les saisir, en tout cas lesquelles on choisit de saisir. Tout ça pour améliorer la performance globale de l'entreprise. Donc l'industrie du futur, le 4.0, le machin, c'est l'amélioration de la performance globale de l'entreprise.
en saisissant les opportunités qui peuvent se saisir, qui peuvent arriver et que l'on peut saisir. Alors vous allez me dire, bon, tout ça pour ça? Oui, enfin, la grosse différence, c'est quand même la vitesse. La vitesse à laquelle ça arrive. Ça arrive tellement vite qu'aujourd'hui, vous investissez dans une machine pour un marché, le marché est déjà plus là que la machine n'est pas amortie. Et puis, il n'y a plus de distance. Aujourd'hui, vous travaillez, je peux travailler avec le collègue qui est à côté, mais le collègue qui est à côté, il peut être en Chine. Je peux, de mon PC, d'ailleurs, si vous allez chez JPP System, ce serait marrant à voir, je peux, de mon PC, piloter mon atelier. Il n'y a plus de distance physique. En tout cas, elle est très réduite. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire « oui, j'en fais comme M. Dujardin » ou « j'en fais depuis des années ». Non. Les principes sont là, et on va y revenir. Pour autant, ça va beaucoup plus vite. Alors, une fois que je vous ai dit ça, donc améliorer la performance globale de mon entreprise en saisissant les opportunités et en minimisant les risques. Un chef d'entreprise, notamment dans une PME, il ne peut pas se permettre... Enfin, il prend des risques tous les jours, mais il faut qu'il les calcule. Ou alors, il joue à la roulette russe. Vous ne pouvez pas vous permettre d'investir. Alors, je vais prendre un exemple. Entre 600 et 800 000 euros dans une fabrication additive métallique, sans être sûr que derrière, ça va fonctionner pour vous, pour votre marché. Sinon, c'est un coup à mettre l'entreprise dans le mur. Bon. Alors, comment on peut faire quand on est chef d'entreprise? Alors, moi, ce que je dis, dans un premier temps, il ne faut pas oublier le bon sens paysan. Le bon sens paysan, c'est ce que c'est M. Jourdain, ainsi de suite. Vous le faites depuis des années, ainsi de suite. La première chose, c'est de se dire, quelle est ma stratégie? Là, je ne vous parle pas d'une stratégie à 5 ans avec plein de graphes qui, au bout d'un an, est déjà plus vraie à 80%. Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Où je veux aller? Avec qui? Est-ce que je suis clair avec ça? Est-ce que je suis capable de le présenter dans mon entreprise? C'est la base. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, bah vous ne savez pas où vous allez. Et puis, quand le mur va arriver, ce sera trop tard. Mais c'est des choses que vous faites tous les jours. Hein. Je veux dire, mais il faut juste... C'est pas parce qu'on parle d'industrie du futur qu'il faut oublier ça. La deuxième chose, c'est l'excellence opérationnelle. Alors, tout le monde en parle. C'est vrai que vous avez des robots, vous avez de la réalité augmentée, ainsi de suite. Vous pouvez faire plein de choses. Et tant mieux. Mais si aujourd'hui, vous avez 20% de vos pièces qui passent au rebut parce qu'elles ne sont pas bonnes, ce n'est pas parce que vous mettez un robot, vous aurez toujours 20% de rebut. Si aujourd'hui, vous avez une organisation qui n'est pas au top, si vous numérisez, si vous digitalisez votre organisation, ce sera bien. Mais si c'est la chienlit, ben ce sera la chienlit numérisée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut d'abord optimiser. Vous faites beaucoup, ont commencé à faire du lean out. Optimisons, regardons où sont les non-valeurs ajoutées, on retire les non-valeurs ajoutées, et après on regarde avec les nouveaux outils, ainsi de suite. Ça peut se faire en parallèle, évidemment, le numérique, les robots, pour aller plus loin. Mais n'oublions pas la base. La base, c'est votre connaissance métier. Et la richesse humaine, oui, je sais, c'est mon dada. Le problématique, c'est d'avoir des jeunes qui ont envie de venir chez nous, dans l'industrie. C'est pas toujours facile. Donc, il faut avoir des conditions qui vont bien, ainsi de suite. Mais et si on n'oubliait pas ceux qu'on a déjà? Est-ce que vous avez pensé à retourner la question en disant « mais est-ce que j'utilise bien toute la richesse que j'ai dans mon entreprise ?» Vous avez peut-être des gars qui sont dans l'atelier, qui sont bons, qui suivent les processus, ainsi de suite. Ils sortent de l'usine, par exemple. Ils peuvent être coach sportifs pour une équipe de jeunes, ainsi de suite. Et quand ils sont dans l'usine, ben, ils suivent le processus. Et pourquoi on n'utiliserait pas cette force? Vous avez peut-être des gens dans votre service administratif qui sont très bons, qui suivent aussi les processus, qui sont bons professionnellement. Et quand vous regardez ce qu'ils font à l'extérieur, ah bah, ils sont responsables d'assos, ils font de la compta, ils font tout ça bénévolement. Et pourquoi vous n'utiliseriez pas toute cette richesse pour votre entreprise? Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est bien d'aller chercher vers l'extérieur, il faut continuer. Mais comme on est en pénurie, regardons déjà ce qu'on a en interne pour optimiser l'utilisation de ce qu'on a en interne. Et ça, l'industrie du futur, bah, c'est la base. Ça ne prend pas des jours et des heures, mais avant de vouloir se projeter et ainsi de suite, première chose à faire, et ça vous le faites probablement, mais ne pas l'oublier, passer par cette phase 1, que j'appellerais le bon sens paysan. Hop, on va y arriver. Hop, viens à toi. Ensuite, une fois qu'on a fait l'entreprise, bah, l'entreprise, elle n'est pas dans le désert. L'entreprise, généralement, elle vit dans un écosystème.
Et on a une responsabilité, souvent une responsabilité sociétale. Et puis maintenant, on commence à changer la législation et tout. Une entreprise, c'est pas seulement pour gagner de l'argent, c'est nanana. Je suis d'accord. Et souvent, pour les chefs d'entreprise, c'est considéré un peu comme un boulet, quoi. Oui, il faut, tout le monde vient me voir, comme si je pouvais tout faire. Oui, mais pourquoi vous ne retourneriez pas aussi la chose? Vous êtes dans un écosystème. Est-ce que vous tirez tout ce que vous pouvez tirer de l'écosystème? Est-ce que vous connaissez les écoles qui sont autour, qui pourraient vous aider? Est-ce que vous savez quand vous avez un problème que peut-être le maire du coin, là, il peut vous donner un coup de main? Est-ce que vous avez pensé à retourner la question pour tirer tout ce que vous pouvez tirer de votre écosystème? C'est juste une question. Sûrement, vous l'avez fait, mais ça vaut peut-être le coup de se la reposer. Moi, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une entreprise filiale de grand groupe et qui me dit, moi, mon premier concurrent, c'est la filiale qui est dans l'autre pays d'à côté. Mais il me dit, comment je me différencie? Comment je fais en sorte qu'aujourd'hui, on ne délocalise pas ma production pour aller la mettre, par exemple, en Allemagne? Eh bien, parce que moi, je travaille avec tout un écosystème. Ils peuvent retirer ma production, mais recréer mon écosystème qui est utile à ma production, ils auront du mal à le faire. Donc, aujourd'hui, quelque part, je me protège en m'intégrant de plus en plus dans l'écosystème. Ça marche pas, mais en tout cas, c'est une manière de voir les choses. Et l'engagement environnemental, alors ça, c'est le deuxième volet. L'engagement environnemental, vous n'allez pas y couper, la réglementation va y venir. Et si on en faisait un atout, déjà un atout pour attirer les jeunes. Je vois qu'il n'y a pas que des tempes blanches dans la salle, tant mieux. Quand vous voyez ce qui se passe aux informations, vous voyez que les jeunes sont de plus en plus sensibles à l'environnement. Donc ça peut être un facteur. Par ailleurs, ça peut être un facteur différenciant pour votre communication. Et quitte à devoir investir, puisque la réglementation va l'imposer, là aussi, retourner la chose, qu'est-ce que je peux tirer comme intérêt à cela? Là, je ne vous ai pas parlé industrie du futur, ainsi de suite, je vous ai parlé du bon sens. Ça, après, on peut le croiser. On peut le croiser avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux modèles économiques, avec la digitalisation. Et puis, évidemment, on aboutit à quoi? Aux investissements, qu'ils soient physiques ou numériques. La problématique, c'est que quand on vous parle aujourd'hui industrie du futur, ou 4.0, ou tout ce que vous voulez, on va commencer par vous parler investissement et physique et investissement numérique. Achetez ceci, achetez cela. Oui, et c'est important. Pour autant, il faut au moins qu'intellectuellement, toute la démarche, tout ce qui précède ait été fait. Alors, ça prend pas des 5 minutes, c'est bon. Ça prend pas des heures. Hein. Comment on peut faire ça? Alors, vous avez eu toute une boîte à outils, tout un ensemble de partenaires qui peuvent vous aider. Différentes manières d'aborder la chose pour une entreprise. Et je pourrais vous donner des exemples, à chaque fois c'est fait. Certains chefs d'entreprise nous disent, écoutez, c'est bien, je sais où je vais. Par contre, moi j'ai un petit souci, j'aimerais bien embarquer toute mon équipe. Mon équipe de direction, mon premier... Donc on peut tout à fait animer quelques comités de direction pour sortir ce qu'on appelle une première feuille de route, c'est quelques actions. Et puis dire, voilà, on devrait commencer par là, et on y va, on met en route. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Par contre, effectivement, dans la réflexion, dans l'animation du CODIR, on vérifiera que tous les petits échelons aient été passés. Que tout le monde partage la même vision de l'entreprise, de la valeur de l'entreprise, par exemple. Je ne parle pas de valeur économique. Encore que. C'est souvent lié. La deuxième chose, c'est j'ai des chefs d'entreprise et je peux comprendre, me disent, écoute, t'es bien gentil, Jean-Marc, mais il y en a partout. Il y en a partout. Regarde tout ce que tu viens de me montrer là. Moi, je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc, comme on est quand même souvent des ingénieurs et qu'on parle souvent à des ingénieurs, on peut aussi prendre une autre démarche. Notre démarche, c'est de dire on met une équipe pluridisciplinaire. Généralement, on met quelqu'un qui est spécialisé en excellence opérationnelle, quelqu'un qui est spécialisé en numérique, quelqu'un qui est spécialisé en RH. Et on regarde l'entreprise, on essaye de faire un diagnostic et on co-construit avec le dirigeant sa feuille de route. Donc, ses premières actions qu'elle pourrait mettre en œuvre. J'ai un autre cas aussi, c'est des chefs d'entreprise qui me disent écoute, c'est bien la stratégie, tout ça, c'est moi, je sais, je l'ai. Par contre, je suis bien conscient que l'arrivée du numérique va bouleverser ma stratégie et surtout la manière dont je vais devoir la faire évoluer. Est-ce que tu peux me donner un coup de main pour, si ce n'est remettre à jour ma stratégie, mais avoir quelques réflexes, quelques outils qui me permettent d'adapter ma stratégie à l'évolution, surtout à la rapidité de changement de l'évolution du contexte.
Bon, pour nous, ça s'appelle Stratimove, mais peu importe. En gros, en quelques réunions et en 3 ou 4 mois, on aide à l'entreprise à se formaliser quelques outils pour pouvoir être agile. Quand je dis agile, au niveau de la stratégie. Mais le but est toujours le même, c'est d'avoir 3 ou 4 premières actions à mettre en œuvre. Les trois démarches qui sont là. Et si vous n'avez pas envie, ou si vous savez que vous ne mettrez pas en place ces actions, ne faites rien. Vous allez perdre votre temps. Je suis provocateur en vous disant ça. Mais si l'industrie du futur, vous voulez regarder le train, bah regardez le train, mais ne perdez pas le temps à faire ça. Sinon, vous allez perdre du temps. Et un peu d'argent à l'occasion. Ensuite, l'étape, une fois qu'on a cette feuille de route, bah, il y a différentes manières d'y aller. On n'est pas obligé tout de suite d'investir. Surtout que ça fait prendre des risques. On peut faire des tech days. Alors des tech days, c'est quoi? C'est par exemple, c'est vrai que ça marche plus dans les grandes entreprises. Hein. Vous avez plusieurs offres de solutions qui, par rapport à une technologie qui vous intéresse, vont venir vous démontrer ce qu'ils peuvent faire. Une PME, elle aura du mal à faire déplacer Siemens, machin. Pour autant, vous êtes dans des salons là. Si vous savez que pour vous, bah, vous avez besoin de mettre quelques cobots pour faire du chargement, déchargement, parce que vous avez besoin de gagner en productivité, regardez ce qui peut vous être proposé sur des salons. Ou alors, vous avez des plateformes qui sont généralement financées par les régions ou cofinancées par les régions, des plateformes technologiques, où on peut vous tester des pièces de fabrication additive, où on peut vous faire plein de choses. Ce qui est important, c'est que vous testez. Démonstrateur, preuve de concept. Autrement dit, vous n'avez pas encore investi parce que vous pouvez faire marche arrière. Et on a le droit de se tromper, même si on est en France. Si vous êtes intéressé par une technologie, vous faites un test et vous apercevez que ce n'est pas pour vous, et ben vous n'avez pas investi, vous faites marche arrière. Et ce n'est pas un échec. Il faut le dire, je suis désolé, hein, on est en France, il faut le dire, ce n'est pas un échec si on fait marche arrière. Au contraire. Je ne parle pas de politique, là, hein, je parle de technique. Alors, et puis, décidément, c'est bouton. Et puis, une fois qu'on a testé ainsi de suite, il faut le mettre en route. Et souvent, on a besoin d'accompagnement pour minimiser les risques. 1 minute, j'y arrive. Et vous avez toute la boîte à outils, tous les partenaires qui sont prêts à vous accompagner dans cette démarche, ou dans ces démarches. Parce que vous avez bien compris une chose, c'est qu'il n'y a pas une démarche, il y a autant de démarches que de chefs d'entreprise en fonction de la manière dont il veut passer. Alors, je pourrais vous montrer des exemples. Tous ces exemples-là, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur la chaîne du CETIM. Sachez que ce sont tous des PME. Ils ont tous fait des choses. Dernière chose que je veux vous dire là-dessus, c'est que même si vous voyez Chic et Steve utilise le big data pour changer la chaîne de valeur, en réalité, la problématique du chef d'entreprise, ça, c'est la manière dont on le présente aujourd'hui. Sa problématique, c'était autre chose. Hein. Je fais de la chaudronnerie. Je suis concurrencé, il n'y a que le facteur prix qui va bien. Je vais mal, malheureusement, je suis repris par un groupe. Le groupe se dit, de toute façon, si on continue sur la même manière, même cause, même effet, donc comment je peux faire? Comment je peux faire? Je réfléchis, quels sont mes clients? Mes clients, c'est de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, leur problématique, c'est la traçabilité, la sécurité. Eh bien, je vais leur vendre de la sécurité. Comment je vais faire? J'ai déjà quelques capteurs. Je vais mettre des capteurs, et je vais proposer des chaînes où je propose une traçabilité de toutes les recettes et ainsi de suite. Première étape. Deuxième étape, je vais récupérer d'autres données pour optimiser la production. Et aujourd'hui, chez Kestev, hein, ils ont plus de gens en BE, en numérique, en tout ça, que dans les ateliers. Mais ils ont rebondi. Alors aujourd'hui, on présente ça Big Data pour changer la chaîne de valeur. En réalité, c'est quoi? Je suis sur un marché, je suis concurrencé, comment je me différencie? Et tous les cas, ce sont des cas comme ça. Donc, l'industrie du futur, ça répond aux problématiques de chef d'entreprise classiques. C'est juste qu'on utilise les outils que l'on a sous la main pour y répondre. Voilà.